merci à vous tous de prendre du temps pour cette journée, pour ces différentes sessions de formation dédiées à l'économie circulaire. Donc, je m'appelle Quentin Guillet, c'est moi qui ai la coordination et l'animation de ce dispositif. Merci aussi à la métropole de nous avoir commandité pour cette coordination animation. Pour toute question en dehors des sessions de formation, vous aurez mon contact dans les slides, donc n'hésitez pas à revenir vers moi. Et je vais de suite commencer la présentation. On est sur la première session sur les 6 qui traitent d'économie circulaire sur le territoire de la métropole. Aujourd'hui, la session 1 va toucher plutôt à l'optimisation et l'économie de la gestion de projet. Moi, ma participation à l'introduction sera plutôt sur une représentation du cadre, en gros, qu'est-ce qui est l'économie circulaire. Et ensuite, je pourrai passer la parole donc, à France, qui va vous faire un atelier sur la thématique de la gestion de projet avec de l'économie circulaire. Donc, j'enchaîne tout de suite avec le contexte Rennes. Il faut savoir que sur Rennes, le territoire de Rennes Métropole consomme deux fois plus de matériaux du BTP qu'il n'en fait sortir de son territoire, ce qui représente aujourd'hui 1,8 million de tonnes consommées pour 0,8 million de tonnes de flux sortant. Donc, ce qui pose un petit peu deux questions en termes d'enjeux aujourd'hui sur le territoire. Avec la première question, c'est comment on réduit ces 0,8 millions de tonnes de flux sortants et comment on gère de manière durable les 1,8 millions de tonnes consommées par année. Si on met ça à l'échelle d'habitants, ça représente 3,8 tonnes de matériaux du BTP par an. Après, vous avez la répartition qui s'affiche ici sur les différentes thématiques, donc entre le réseau routier, la construction, la réhabilitation et le renouvellement des réseaux routiers. On voit tout de suite que le gros du volume de déchets il se trouve plutôt sur la construction de bâtiments ainsi que le développement de nouveaux réseaux. Donc, ça fait partie des enjeux. En termes de nature de matière, il faut savoir que 80% des matériaux consommés, soit 1,4 million de tonnes, c'est du béton. Ça, c'est les matières consommées. En termes de matières qui sont émises, le premier matériau, c'est la terre, qui représente les 2/3 du gisement. Et ensuite, on a aussi le béton, encore une fois, pour 16% des matériaux sortis. En termes d'évolution, on a plusieurs types de matériaux qui se sont envolés en termes de flux de matériaux sortants. Donc, on a les verres plats, les PVC dans toutes leurs formes, ainsi que le plâtre. Donc, tout ça, ce sont les données du territoire qu'il faut mettre un petit peu en parallèle avec cette pyramide que vous connaissez peut-être, c'est la pyramide du carbone. Et en fait, on voit que tous ces matériaux font partie des matériaux qui sont les plus carbonés possibles. Donc en fait, les déchets qu'on émet sont les déchets qui sont les plus carbonés, et d'où l'enjeu de traiter sur le territoire ces matériaux. Et d'où votre présence aujourd'hui pour essayer de trouver des solutions afin de les réemployer ou de diminuer leur utilisation. Très rapidement, les enjeux de la métropole vis-à-vis de l'économie circulaire. Rennes Métropole a émise une feuille de route économie circulaire avec différents objectifs qui sont datés. Je vous laisserai en prendre connaissance. Elle sera aussi disponible sur notre site internet à la suite de cette présentation. Donc avec des objectifs en 2030, des objectifs qui sont en 2050, avec du coup les objectifs les plus saillants, la division par 2 de l'empreinte matière par habitant sur le territoire, qui a très nécessairement des impacts sur le secteur du BTP. Et des objectifs sur 3 engagements. Donc, réemployer et recycler plus de 80% au tonnage des déchets issus des chantiers à l'horizon 2050, alors qu'aujourd'hui on est plutôt sur l'ordre de 60%. Et réemployer 5% des matériaux issus des chantiers de réhabilitation et démolition, alors qu'aujourd'hui on est inférieur à 1%. Il y a aussi un autre enjeu qui est la réduction de la surface de plancher construite par an, qui, dans une logique de sobriété, permettre aussi la réduction des déchets.
L'objectif de ces sessions, donc les sessions de formation mardi d'économie circulaire, ça va être d'outiller les équipes de maîtrise d'ouvrage en matière d'économie circulaire, participer à la création d'une banque de connaissances et de méthodes pour permettre la capitalisation à l'échelle territoriale, et aussi développer l'interconnaissance. Aujourd'hui, l'économie circulaire, c'est une discipline qui est en pleine évolution, avec la réglementation qui l'accompagne, et des éléments qui préfigurent la réglementation aussi. Donc c'est un outil hyper important, mais malgré tout on a besoin de l'intelligence collective pour la faire aller dans le bon sens. Donc vous le verrez tout au long des sessions, on va aussi vous demander de partager ou d'interagir afin que tout le monde puisse monter en compétence sur le territoire de Rennes, la métropole. Nous, à Batilab, du coup, la manière par laquelle on a abordé les choses, je vais utiliser une petite métaphore, l'idée c'est vraiment de mettre le pied à l'étrier pour l'ensemble des équipes de toutes les maîtrises d'ouvrage sur le territoire. L'idée c'est pas de vous faire devenir des experts dans l'économie circulaire, simplement que vous ayez bien en tête ce que ça représente et quels sont les moyens que vous pouvez activer, quels sont les acteurs incontournables, les acteurs à aller chercher sur le territoire de Rennes Métropole et donc 3 objectifs: dynamiser la filière par la qualification des acteurs, permettre de partager un socle commun de connaissances et initier des actions au sein des différentes maîtrises d'ouvrage. Charge à elles ensuite de monter aussi en compétences en interne. Très rapidement, voilà les différents moments clés que vous pouvez aussi retrouver directement sur le site internet de Batilab. Donc, on est sur la première session, on enchaînera avec les terres excavées, une ressource, de la circularité dans la gestion de projet, où là on parlera plutôt des flux sortants sur les chantiers et opérations d'aménagement. Ensuite, compétences clés de succès de l'économie circulaire avec un focus sur plutôt les matériaux entrants et comment les incorporer dans les projets. La session 5 est concevoir in situ. Donc là l'idée, on aura vu comment traiter du flux sortant, du flux entrant, maintenant comment on peut boucler sur un même projet où on parle de l'interchantier ou de l'interopération. La dernière session sera l'économie circulaire en action, où on parlera plutôt de chronotopie des opérations dans le bâtiment et l'aménagement, et à savoir comment on peut faire aussi des bâtiments qui sont plus durables en prévoyant leur mutation dans le temps. Alors, pour les stagiaires, nous, notre ambition, c'est que vous soyez en capacité d'actionner les différents leviers d'économie circulaire, que ce soit dans le bâtiment ou dans l'aménagement à l'issue de ces différentes sessions. Et donc, du coup, d'avoir le pied à l'étrier, mais d'être en capacité d'avancer vous seul et de créer des opportunités pour les maîtrises d'ouvrage, de se saisir du sujet afin de se démarquer, de monter en compétences et puis d'aller de l'avant et de faire d'apporter tout le monde mener tout le monde dans le bon sens et d'utiliser l'économie circulaire plutôt comme un outil que comme une contrainte. Ce parcours a été donc élaboré par Batilab. Donc nous sommes à la coordination et en tant qu'intervenant, le commanditaire étant bien entendu Rennes Métropole. On s'est aussi accompagné de l'ALEC de Rennes, qui sera aussi notre ambassadeur, qui va être présent pendant ces sessions et qui pourra s'en faire le relais aussi par la suite. Parce que l'idée, c'est bien qu'après ce parcours, il y ait un après et que les dynamiques se poursuivent. Donc nous, bien sûr, à Batilab, on continuera d'accompagner et de mettre à disposition un lieu et du temps pour parler économie circulaire. On a aussi besoin d'autres relais pour massifier tout ça. Quelques participants en tant qu'intervenants, donc aujourd'hui Noria Formation, vous aurez aussi Cycle Up qui sera un intervenant, la CRES et Agir notamment, mais bien sûr il y aura d'autres intervenants à venir. Donc je vais reprendre du coup la définition du fil rouge qu'on a choisi à Batilab pour vous présenter l'économie circulaire. Je vous mets la définition de l'ADEME, mais moi ce qui m'intéresse c'est plutôt les mots-clés qui sont surlignés. Donc on va parler plutôt cycle de vie, les différentes boucles qu'il y a à l'intérieur de l'économie circulaire, j'y reviendrai,
avec l'objectif vraiment de se dire qu'on peut avoir comme ambition d'abolir le déchet, même si bon, c'est une ambition très pieuse et presque impossible, mais l'idée c'est vraiment de tendre vers ça, et avec une notion d'efficacité tant sur la matière, l'énergie, les espaces. Je vous ai mis juste à droite le schéma de l'ADEME avec les différents piliers d'économie circulaire, pour vous indiquer qu'on a fait des choix. Aujourd'hui, ici, c'est plus un lieu sur l'opérationnel, donc de manière très objective. On a fait de mettre de côté tout ce qui parlait de la sensibilisation, de la planification, qui ne relève pas de ce lieu et de ce temps. Et on a d'autres ressources qui sont à disposition. Pareil, vous avez quelques éléments qui sont surlignés en pointillés. C'est qu'on les évoquera un petit peu moins dans ce format-là. Et on va plutôt aller s'intéresser à tout ce qui va aller sur l'allongement de la durée de vie, où là on a vraiment tout maintenu en termes d'objectifs, et les créations de ressources pour limiter le déchet. On parlera aussi en même temps de sobriété et un peu de RSE à l'occasion d'une session. Donc ça ne sera pas tout cela, donc l'approvisionnement durable, parce qu'en fait on a déjà des ressources en interne. Donc vous aurez les liens, donc ça c'est des ressources qui sont créées par Batilab pour la préconisation de certains matériaux durables dans le bâtiment. Vous avez aussi des dossiers de l'ADEME sur les ressources pour la planification en économie circulaire. Pareil, vous aurez le lien pour aller directement consulter ces éléments-là. Et vous avez aussi, donc là c'est une ressource qui est plutôt de la LEC pour de la sensibilisation grand public. Nous, Batilab, c'est pas notre rôle, on parle professionnel. Donc, encore une fois, relève vers les personnes qui sont en capacité de parler de ces choses-là. C'est pas forcément ici sur vraiment économie circulaire, mais ça parle de sobriété et de toutes les choses qui peuvent être mises en action au niveau du grand public, donc très intéressant aussi, mais c'est ni le lieu ni l'endroit pour ça. Nous, notre choix, c'est plutôt de parler du secteur du BTP aux professionnels, et donc on tâchera à chaque fois de pouvoir illustrer ça par des actions sur le VRD, sur les espaces publics, sur la déconstruction, réhabilitation, sur la construction. En sachant que tout ça, c'est des choses qui s'entremêlent, bien sûr, puisqu'en fait, l'économie circulaire, c'est une approche qui se veut transversale et transcalaire, et donc on a l'obligation de parler de tout ça, sinon il y aurait forcément des manquements dans notre approche. Les objectifs à long terme de l'économie circulaire, c'est d'abord réduire les émissions de gaz à effet de serre, qui est en corrélation avec le référentiel énergie bas carbone de la métropole notamment. C'est aussi préserver les ressources. Donc là, c'est un des grands axes de la feuille de route économie circulaire. Mais quand on parle de préservation de ressources aussi, ça peut être la sécurisation de certains marchés d'approvisionnement dans le BTP. Donc ça a aussi une vertu économique. Réduire le volume de déchets avec l'enjeu régional prégnant et l'augmentation du coût de traitement de ces déchets. Et bien sûr, relocaliser la valeur en créant de l'emploi, puisque nous le verrons tout à l'heure, il y a vraiment une logique quand on passe dans l'économie circulaire de création de valeur plutôt en termes de main-d'œuvre plutôt qu'en termes d'énergie ou de CO2. Pour pouvoir arriver à nos objectifs, il faut que je replace les bases de l'économie circulaire. Et donc pour comprendre les différentes hiérarchisations dans l'économie circulaire et quels sont les leviers les plus importants dans l'économie circulaire, je me base sur le schéma de principe, j'ai envie de dire, de base, avec la prévention, le réemploi, la réutilisation, le recyclage, la valorisation énergétique et l'élimination, qui est donc la hiérarchisation des modes de traitement en fait, des déchets. Parce que l'objectif premier, ce que je disais, c'est de réduire les déchets, réduire l'impact carbone de la même manière. Et donc si on applique ça aux différents piliers de l'économie circulaire, là j'essaie de le montrer par les piliers qui sont dans le bâtiment, mais ça s'applique tout à fait aussi dans l'aménagement, dans l'espace public. Vous avez tout ce qui revêt la prévention, donc l'allongement de la durée d'usage, l'éco-conception et l'économie de la fonctionnalité. Tous ces piliers-là, en fait, ça va être les éléments qui vont avoir le plus d'impact carbone. Parce que c'est eux qui vont éviter le plus de déchets. Quand on passe au niveau du réemploi, ça active aussi la consommation responsable.
mais c'est un peu moins, vous verrez à la fin, ça va être en termes de volume, ça va être un peu moins important en termes d'impact carbone. Vraiment là, c'est vraiment une approche CO2 et ressources. Quand on passe ensuite à la réutilisation, on est encore sur les mêmes thématiques, et ça va être encore un petit peu moins important quand on active ce levier-là en termes d'économie de CO2 et en termes d'économie de matière. Mais c'est tout aussi important. Le recyclage, là c'est une approche qui est un peu différente de ce que l'on vient déclencher un autre pilier. Donc là on peut parler d'industrie territoriale, et donc du coup il y a d'autres leviers qui rentrent en jeu. Mais sur les piliers principaux, qui sont éco-conception, conception responsable, etc., là on est sur des choses qui sont un peu moins, toujours un petit peu moins que les premiers qui sont la prévention et le réemploi. Et je ne parle même pas du coup ensuite de tout ce qui est valorisation énergétique et l'élimination, puisque ce sont les cas de figure, les derniers cas de figure qui sont très émetteurs en CO2 et qui consomment de la ressource. L'idée, en fait, c'est ici, la surface des petits rectangles représente un petit peu le volume de CO2 et de ressources qui peuvent être économisées en activant tel ou tel pilier. Une fois qu'on a pris en compte qu'il y a une hiérarchie, en fait, dans les actions, il y a aussi des boucles stratégiques qui rentrent en compte, puisqu'il y a des moyens qui sont peut-être plus faciles à mobiliser que d'autres. Et donc, moi, on les appelle de cette manière-là. Ça vient d'une source qui est Scrum Avocat. On a des boucles simples, des boucles intermédiaires et des boucles complexes, qui s'accompagnent d'un coût aussi, parce que là on est plus sur l'approche coût et temps, qui sont qui vont ensemble. Donc, par exemple, les boucles simples dans le bâtiment, ça va être le réemploi des chemins de câble. C'est des choses qui se font très bien et qui sont faciles à activer dans les marchés et qui vont faire à la fois économiser en termes de coûts, en termes de temps, en termes d'écologie. En aménagement, on peut parler du réemploi des terres d'excavation, en technique paysagère, en espace public, on peut parler réemploi des pavés. Voilà. Là, on est sur des coûts qui sont plus ou moins maîtrisés, connus par les acteurs économiques et qui ne vont pas impacter en termes de coûts et de temps le projet. Dès qu'on passe sur d'autres thématiques, d'autres items, par exemple les WC de réemploi, là aujourd'hui sur le territoire breton, c'est quelque chose qui n'est pas encore tout à fait maîtrisé, donc du coup qui va avoir un impact un peu plus important en termes de coûts. Mais c'est toujours assez facile d'y aller, il faut juste savoir que la balance économique, ça sera plutôt équilibré plutôt qu'avantageux. Et enfin, quand on passe sur des choses qui sont plus expérimentales, par exemple dans le bâtiment, réutiliser une poutre bois en structure, là on va être sur des choses qui vont être beaucoup plus onéreuses et qui vont demander du temps de conception. Et en aménagement, si on parle fertilisation des terres d'escalier, là aussi il va falloir plus d'ingénierie, plus de temps, etc. Et donc il faut vraiment l'avoir bien en tête, qu'il y a différentes boucles et que l'accompagnement par exemple un AMO ou par un expert peut permettre d'identifier les différentes boucles et de se positionner en maîtrise en fait, pour éviter d'avoir sur un projet, sur une opération ou un chantier, à activer plusieurs items où on va aller sur des boucles complexes, plutôt activer un maximum de boucles simples et après faire de l'expérimentation ponctuellement et monter comme ça en compétence. Un exemple dans le bâtiment avec les équipements tertiaires, là vous voyez, ça c'est issu du booster du réemploi, en activant l'ensemble des flux entre guillemets faciles en termes d'économie carbone totale, on est sur 65 kg équivalent de CO2 au mètre carré, ce qui est quand même assez considérable. Donc là en l'occurrence il compte moquettes, les gravillons sur le toit plat, les chemins de câbles, comme je vous le disais tout à l'heure, etc. Pour comprendre la décomposition du coût dans tous les principes d'économie circulaire, il me semblait important de pouvoir vous mettre cette ressource, qui est une étude qui a été faite par l'IPEB, qui décompose en fait les différents coûts d'un matériau de réemploi à travers la dépose en phase de l'achat quand on est sur un matériau neuf, le transport, reconditionnement, stockage, le retransport et la remise en œuvre. Et en fait, on s'appuie là-dessus,
on peut faire cette comparaison entre différents produits et à se dire que, en fait, comme on peut le voir ici, le reconditionnement, c'est ce qui peut coûter le plus cher sur un produit de réemploi. Et dans les boucles simples, c'est ce reconditionnement-là qui coûte, c'est le reconditionnement qui coûte pas cher et qui permet d'avoir des produits de réemploi qui ne sont pas très onéreux. Je vous laisserai vraiment prendre le temps. C'est un webinaire qui dure 1 heure avec toute la ressource et il y a même les tableurs Excel qui sont fournis avec le mode de calcul, etc. Donc, si vous le souhaitez, cette étude IFREV, elle est très riche en enseignements. Mais au moins là, permet aussi de prendre en considération vraiment ce qui peut être impactant en termes de coût. Je vais laisser tout de suite la parole à Noria. Et si vous avez des questions sur la première partie, n'hésitez pas. On aura tout le moment de l'atelier pour en discuter. Ouais, c'est la suite. C'est bien. Si tu descends pas, c'est tout dessous. C'est ça. Bonjour tout le monde. Moi je m'appelle France Dagneau. J'appartiens du coup à Noria Formation. Je vais vous présenter un peu l'écosystème et d'où je parle. Noria fait partie d'une fédération nationale, qui est la fédération Éco-Construire, que je pense que pas grand monde ou personne ne connaît ici, qui est, on va dire, une petite fédération qui aujourd'hui rassemble 19 organismes de formation inégalement répartis en France, qui forment historiquement à l'éco-construction, et en particulier à la mise en œuvre des matériaux bio et géosourcés, et qui, depuis quelques années aussi, forment au réemploi de matériaux. Dans l'écosystème breton, du coup, il y a 3 centres, et puis du coup, je vais prendre le temps de vous les présenter rapidement, parce que c'est aussi un bon moyen de vous présenter un peu l'écosystème aussi qu'il y a. Aussi, dans ce que l'on fait, c'est qu'on forme des professionnels en devenir, à différents niveaux de qualification, donc différents niveaux de diplôme. Et on a également réalisé des études en besoin de compétences pour savoir en fait, cette décarbonation du bâtiment à travers l'usage de réemploi de matériaux ou des matériaux bio et géosourcés, comment on y arrive. Comment on y arrive en termes de compétences. Qu'est-ce qu'on doit apprendre à faire, peu importe qui on soit en tant que professionnel dans le secteur de la construction des travaux publics, la question de quoi former. Donc là, nous, on a réalisé la principale étude en France sur ce sujet-là. Et l'enjeu, là, on attend la réponse qui devrait arriver dans le mois, c'est de lancer du coup Éco-Construire 2030, qui est la phase opérationnelle de ce diagnostic. En gros, dans ce diagnostic, on a fait un certain nombre de préconisations sur quelles sont les nouvelles formations à développer, quels sont les nouveaux diplômes à créer aussi, comment on accompagne la montée en compétences. Est-ce que c'est des nouveaux métiers, est-ce que c'est des métiers actuels qu'il faut faire évoluer? La réponse est les deux. Et c'est en particulier les métiers actuels, les vôtres qui doivent évoluer dans ces sujets-là. Du coup, c'est de mettre en place tous les dispositifs qui permettront cette montée en compétences, quel que soit le niveau de qualification des personnes au niveau de diplôme. Donc, dans cet écosystème, il y a Noria. Nous, on est basé à Saint-Nicolas-de-Redon, on a une antenne aussi à la Barre de Mont, dans le 85, à la porte de Noirmoutier, si vous vous situez dans le Marais breton. Et l'autre côté, c'est Redon ici, Saint-Nicolas, c'est juste l'autre côté de la Vilaine, c'est nos locaux. Et nous, historiquement, on a des formations longues, historiquement pour les demandeurs d'emploi, mais en fait, on a de plus en plus de personnes qui rejoignent nos formations sur des petits bouts ou sur des parcours, mais qui sont via d'autres dispositifs. Une formation à la maçonnerie terre-crue, donc la mise en œuvre de la terre-crue sous toutes ses formes. Et ce qui est assez particulier, c'est que finalement, on a peu de gens du niveau CAP, qui est l'équivalent de notre formation, qui viennent, on en a quelques-uns. On a beaucoup de gens en reconversion ou des gens qui sont de la maîtrise d'œuvre et veulent savoir concrètement parlant comment je peux intégrer ces matériaux dans ma pratique professionnelle. On a également une formation qui est d'un niveau équivalent bac, mais là aussi, on a surtout des gens d'un niveau supérieur au niveau bac, qui est une formation sur le réemploi de matériaux, donc technicienne du réemploi des matériaux du bâtiment. C'est la seule formation diplômante de France sur le réemploi de matériaux que Noria a créée et aujourd'hui qu'on diffuse en France. Bon, c'est un peu ma fonction. Et également, on a une formation de coordination à la rénovation énergétique biosourcée. En gros, comment on accompagne les particuliers à rénover leur bâtiment en intégrant les matériaux bio et géosourcés. Ça, c'est nos formations longues. Et puis, quelques temps, on a développé un certain nombre de formations courtes. Alors là, je vous ai mis un peu l'échantillon des formations du catalogue de cet été. Donc, on voit un petit peu les différentes pratiques, soit les envies de finition, donc là, vraiment sur la mise en œuvre, et sur le réemploi, réaliser un diagnostic ressources et coordonner et gérer un chantier de dépôt sélectif.
Également, on fait des formations sur mesure. Par exemple, là, on a demandé cette année pour Métropole de faire une session pour les agents de Métropole sur une journée qui est une espèce de première base justement sur cette question du réemploi, pourquoi et comment on y va. Du coup, dans l'écosystème breton, il y a aussi Eclisse qui est basé à Dinan, où là on retrouve un petit peu les mêmes thématiques, mais il y a cette restauration du patrimoine, l'éco-construction, le propal. Également, ils font l'accompagnement pour différents publics et de la promotion. Et puis le troisième acteur breton, c'est Ecobatis, qui est basé tout près de Fougères, où là il y a également la formation de la maçonnerie terre crue qui est dispensée là-bas. Ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'ils ont un site qui est vraiment très intéressant à visiter pour en fait, toucher la matière, se rendre compte de choses et tester des choses, parce qu'il y a un centre technique. Puis également, ils organisent des temps de formation assez courts aussi sur différentes thématiques. Et là, c'est vraiment les thématiques là, de ce premier semestre qui sont élaborées. Donc, c'est voilà, pour vous dire un petit peu dans ce panel-là. En tout cas, c'est les 3 lieux qui sont à visiter parce que chaque lieu aussi, c'est des plateaux techniques qui permettent de voir à l'échelle 1 des réalisations avec des matériaux écologiques. Et puis, c'est possible aussi d'organiser des sessions où on fait mettre la main à la pâte parce qu'il n'y a rien de mieux pour découvrir et comprendre un matériau et une matière que de la toucher. Donc c'est aussi la capacité qu'on a dans nos centres de formation. Et puis pour plus d'informations, il y a du coup nos différents sites internet si vous voulez retrouver. Tout le monde a mis en premier, dans la manière chronologique, un diagnostic PEMD. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ce que c'est un diagnostic PEMD ou ça reste un peu un truc qu'est-ce que ça veut dire PEMD? C'est quoi ce truc Ça veut dire quoi? Alors, PEMD, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire produit, équipement, matériaux, déchets. C'est ce qui remplace le diagnostic déchets. Et donc, c'est un élément de la loi AGEC, la loi AGEC de 2020, qui a du coup remplacé le diagnostic déchets par le diagnostic PEMD, qui est du coup obligatoire pour les opérations de plus de 1000 m² de surface de plancher. Donc, lorsqu'il y a une démolition d'un bâtiment ou une rénovation significative et que le bâtiment fait plus de 1000 m² de surface de plancher, vous avez l'obligation de réaliser ce diagnostic PEMD. Et l'objectif d'un diagnostic PEMD, c'est quoi? C'est de comptabiliser l'ensemble des éléments, donc l'ensemble des matériaux, des matières, tout ce qui va sortir du chantier. En gros, qui va être, on va le voir qu'on ne va pas le considérer comme ça, mais que a priori, on va le considérer comme un déchet, donc qui va sortir. Et c'est réglementaire. Donc en tant que maîtrise d'ouvrage, vous avez l'obligation de faire réaliser ce diagnostic, pas en interne, par un prestataire extérieur. Et ce diagnostic, vous devez l'envoyer sur une plateforme qui est gérée par le CSTB. Et ensuite, vous devez renvoyer le recollement de à la fin de l'opération, c'est-à-dire la somme de tous les documents de traçabilité, de suivi de ce qui est sorti. Vous devez le renvoyer sur cette plateforme pour que le CSTB fasse la comparaison entre ce qui a été diagnostiqué et ce qui est réellement sorti, et ce qui a une différence ou non. Et s'il y a une différence, c'est-à-dire que soit le diagnostic avait été mal fait, mais normalement vous avez choisi un bon cabinet qui fait ça, donc normalement il n'y a pas de souci, soit en fait les matériaux ont disparu quelque part, il va falloir les trouver. Et légalement parlant, en tant que maîtrise d'ouvrage, vous êtes producteur de déchets, donc vous avez une forte responsabilité sur la traçabilité, le suivi des déchets qui sortent de l'opération. Si jamais ça se retrouve dans la nature, ça pollue, vous êtes les premiers responsables. À vous de déterminer que ce n'est pas vous, et vous avez bien fait les choses, mais vous êtes les premiers responsables. Du coup, ce diagnostic-là, dans nos objectifs d'économie circulaire, il a pour but de déjà quantifier l'ensemble des choses, et également lorsqu'on fait un diagnostic PEMD, on dit que, donc, par exemple, je fais un diagnostic PEMD de cette pièce-là, par exemple, le liminaire, dans quelle filière il va? Est-ce qu'il est réemployable? Est-ce qu'il est recyclable? Est-ce qu'il est incinérable ou est-ce qu'il est enfouissable? C'est les questions que se pose un diagnostiqueur PMD. Il doit indiquer dans un tableau tous ces éléments-là. Et donc, ce luminaire, il peut avoir différentes options. Là, il peut être réemployable, il peut être aussi recyclable. Ok, donc diagnostic PEMD. L'important, c'est de commencer par ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ensuite, est-ce que tout le monde a mis la purge? La purge. Ok, très bien. Potentiellement, on purge les choses d'abord, et puis après intervient le désamiantage, sachant que sur certaines opérations, le désamiantage peut intervenir pas forcément en premier,
mais on va dire on va le faire en premier. En tout cas, on sécurise. Ce qui fait que s'il y a eu un désamiantage, quelle est l'opération qu'il a fallu faire avant? Diagnostic. Donc, normalement, vous avez une petite étiquette, une petite fiche avec un diagnostic amiante et plomb qui est en couleur rose. Donc, je vous laisse ajouter avant le diagnostic PEMD ce diagnostic amiante et plomb. Ensuite, tout le monde a mis, après le désamiantage, la partie curage. Est-ce que ça va pour tout le monde la notion de curage? Donc on enlève les éléments secondaires et après on s'attaque aux gros œuvres. Encore une fois, ça peut arriver que des fois on s'attaque un peu aux gros œuvres, on fait les deux en même temps, voilà. Tout dépend du type d'opération, mais on va dire, pour vraiment schématiser et simplifier les choses, j'ai mis le curage avant la partie démolition gros œuvres. Ok. On voit que vous êtes plusieurs à avoir mis les tris des déchets de démolition dès la phase de désamiantage. En effet, on commence à sortir du déchet, donc ces déchets pollués, ils sont bien mis et gérés en tant que déchets pollués. Ensuite, en parallèle, ce qui est important, c'est qu'en parallèle du tri des déchets, il y a la traçabilité. Et en fait, cette traçabilité, elle commence dès le diagnostic amiante et plomb. J'étais sur des feuilles A4, donc les feuilles A4 n'étaient pas assez longues. Et en fait, il faut se dire que la traçabilité, elle commence au diagnostic et au diagnostic amiante et plomb. Elle continue au diagnostic PEMD parce que c'est un élément supplémentaire de traçabilité. Et puis après, une fois que le matériau devient déchet, il est sortant, il est pris en charge par l'entreprise, par un collecteur de déchets, etc. Cette traçabilité, elle continue. On doit suivre. Donc je reviens à ce que je disais sur le diagnostic PEMD, c'est le recollement, c'est justement le recollement, c'est le bilan de cette traçabilité que vous devez récupérer de qui a pris en charge, par où c'est passé. Donc ensuite, quand les déchets sortent du chantier, il y a trois possibilités. Il y a vers une plateforme de recyclage, donc là, vers différentes filières par la suite, l'incinération et l'enfouissement. Comme l'a montré tout à l'heure Quentin, on a une hiérarchie des modes de traitement, ça s'appelle l'espèce de graphique là, en pyramide, donc qui est une obligation légale aussi à respecter. Et cette hiérarchie des modes de traitement, elle dit, en termes de déchets, on doit d'abord se dire, est-ce que je dois faire un déchet, est-ce que je peux le réemployer, le recycler, l'incinérer ou non. Donc, on doit avoir la même logique. Dans le diagnostic PEMD, la logique elle est aussi construite comme ça. Et dans notre logiciel aussi à modifier à travers ces notions d'économie circulaire, c'est que la question de l'enfouissement, qui est l'ultimatum aujourd'hui, en fait, c'est quelque chose qui va disparaître. À terme, déjà aujourd'hui, les quotas des zones d'enfouissement diminuent. Donc l'enfouissement est de plus en plus cher. C'est une des raisons pour lesquelles l'enfouissement est de plus en plus cher. Et du coup, les quotas vont diminuer, donc ça va rendre encore toujours plus cher l'enfouissement. On va bien falloir réorienter vers autre part. Ça, c'est la première chose. Aujourd'hui aussi, c'est mis à l'enfouissement, il y a énormément de matières qui sont dites valorisables, donc valorisables par le recyclage ou l'incinération. Donc c'est l'enjeu aussi de dévier ces matières-là. Et pour nous accompagner dans cette déviation, il y a la REP PMCB, la REP bâtiment, qui est en train de se déployer pour justement accompagner et mettre en place des outils pour pouvoir justement avoir un tri effectif sur les chantiers. Alors, tout ça est en train de se mettre en place et tout ça, et c'est encore tout nouveau, c'est en plus à prendre du retard et tout ça, mais il faut se mettre dans la perspective que aussi dans la manière de rédiger ces marchés, de ce qu'on demande aux entreprises de travaux d'intervenir, leur manière d'intervenir sur le chantier, la systématisation du geste de tri doit être intégrée, et intégrée pour l'ensemble des personnes intervenant sur le chantier. Que ce soit à la maîtrise d'ouvrage dans la manière d'écrire ses marchés, que ce soit la maîtrise d'œuvre dans sa manière de planifier le chantier, d'organiser le chantier, que ce soit les entreprises de travaux dans leur manière d'effectuer le geste de tri. Donc on retrouve exactement la même philosophie sur la question de la traçabilité et la gestion des déchets de chantier. Et à votre avis, quels sont les trois arguments qui ont fait que dans la loi AGEC, il y a justement cette question du déchet du bâtiment qui est devenu vraiment au centre de la loi, enfin, qui est un énorme pan de la loi AGEC, c'est les déchets du bâtiment, entre autres, et qui du coup a provoqué la mise en place de la filière
enfin de la REP bâtiment, les 3 arguments. Le volume de déchets traités, enfin généré, pardon. Et donc aujourd'hui c'est le principal producteur de déchets, c'est le secteur du bâtiment, le secteur public. Ce volume, donc il faut bien en faire quelque chose. Première chose. Deuxième argument. Les filières, la ressource, c'est surtout la consommation de la ressource. Exactement, la consommation de la ressource. Et ça, c'est l'argument qui n'est pas forcément le plus visible, sur lequel ça n'a pas beaucoup communiqué. Mais en fait, l'État, c'est un enjeu stratégique de se dire, mais aujourd'hui, on est ultra dépendant de l'étranger en matière première, qui permettent de fabriquer nos matériaux de construction. Et sauf que il y a plein de facteurs différents qui font que cet approvisionnement à l'étranger est plus aussi simple, plus aussi fluide. Et on voit bien qu'à l'avenir, ça va plus être aussi facile de s'approvisionner pour des questions géopolitiques, des questions logistiques, mais aussi des questions de disponibilité de la ressource. Donc il y a un enjeu de bien organiser sur le territoire national une circulation de la ressource pour que les éléments qui sont recyclables aillent vers les filières de recyclage pour devenir du coup des matières premières dites secondaires, matières premières secondaires, pour être réintégrées dans le cycle de production. Donc là, on est vraiment dans la thématique d'économie circulaire, de cette boucle, le but de créer cette boucle-là. Et le troisième argument, l'empreinte carbone. Je vais le mettre avec les déchets parce que c'est la question environnementale. Mais oui. C'est quelque chose qu'on connaît peu en Bretagne, mais on le voit quand on se balade quand même. Les décharges sauvages, voilà, les dépôts sauvages. En Bretagne, on n'est pas tant concerné que ça, mais quand même. En Ile-de-France ou le sud-est de la France, c'est des hectares entiers qui sont concernés. Et là, on retrouve cette notion de traçabilité. Renforçons la traçabilité pour mieux savoir où vont les choses, pour qu'elles ne se retrouvent pas dans la nature, ou si elles se retrouvent dans la nature, de savoir d'où elles proviennent et que du coup les responsables soient pénalisés. Donc ces trois arguments-là. Donc on voit qu'on n'est pas que sur une question environnementale, on est aussi dans une question géostratégique et aussi la capacité à continuer en fait à pouvoir faire des opérations de construction, d'aménagement, en tout cas de pouvoir continuer à aménager nos territoires. Normalement, de manière chronologique, vous avez l'étude des besoins là, qui est arrivée en premier. Il y a plusieurs qui l'ont mis même un peu avant, donc on va le... Non, je ne peux pas éditer sur le second là, mais on peut se dire que c'est quand même un peu avant la programmation. En tout cas, ça va nous guider sur les premières intentions, sur voilà, un peu commencer à nous donner des éléments. Du coup, là, dans cette première étape, et en particulier à travers l'étude des besoins et ce début de programmation, là, ça va nous permettre de quand même... c'est là qu'on va pouvoir intégrer ces objectifs d'économie circulaire. Donc les différentes thématiques que vous a parlé Quentin tout à l'heure, on va pouvoir les intégrer. Donc, par exemple, dans ces thématiques, il va y avoir la question de la pérennité du bâtiment. Entre autres, l'étude des besoins. Comment on fait que ce bâtiment ne va pas avoir juste une durée de vie... imaginons, on organise un grand événement sportif qui attire des milliers de personnes. Comment l'équipement sportif qu'on va construire pour cet événement, il sert après l'événement. Je ne prends pas l'exemple d'actualité, du tout. Mais voilà un exemple. Donc là, la pérennité du bâtiment, ça fait partie de ces objectifs économie circulaire. L'évolution du bâtiment aussi, parce qu'en fait, un bâtiment, là, ce bâtiment de Rennes Métropole aujourd'hui, est-ce qu'il restera toujours le siège de Rennes Métropole ? Peut-être pas. Et est-ce que demain il peut devenir autre chose qu'un équipement de politique publique et de bureaux? Également, on va y mettre des éléments un peu autour de la... On va commencer à pouvoir parler de conception durable. Donc aussi, dans cette conception durable, on y met un certain nombre de termes, mais c'est bien aussi comment on intègre cette question de l'impact carbone du bâtiment à la construction et dans son usage, par exemple. Voilà, je reviendrai sur d'autres thématiques. Là ensuite, en fait, après ces premiers éléments de programmation, intervient du coup la partie entre autres là, que moi je trouve un peu important,
après ça, le diagnostic PEMD, une fois qu'il nous est rendu, il nous permet d'ajuster un peu et du coup, c'est pour ça que j'ai mis une nouvelle carte programmation de l'opération avec la définition des objectifs. Parce qu'en fait, en fonction de ce que nous a donné le diagnostic PEMD, on peut voir un peu plus clair de qu'est-ce qu'on peut avoir comme en termes d'ambition. Par exemple, en termes d'ambition de pourcentage de matière valorisée vers les filières de recyclage, ben, on pourrait très bien dire on fait un objectif de 80%, mais finalement, après la diagnostic PEMD, on se rend compte que ben, ce n'est pas réalisable, parce que finalement, il n'y a pas tant d'éléments recyclables que ça présents dans le bâtiment. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment mis l'aspect de définition des objectifs, enfin, on pourrait dire précision des objectifs, après la phase de diagnostic. Et donc ces objectifs, ils vont être aussi bah, sur la typologie de matériaux, l'impact carbone, etc. Également en termes d'économie de la fonctionnalité, que Quentin a évoqué tout à l'heure. Alors, à Rennes, il y a un truc qu'on voit quasiment tous les jours en termes d'économie de la fonctionnalité, c'est le dispositif Cities, avec les voitures. Mais appliqué au bâtiment, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de vendeurs de matériaux qui ne proposent plus seulement de vendre des matériaux, mais plutôt de louer des matériaux. Donc on a eu un peu les premiers, ça a été Philips, par exemple, avec des ampoules. Ils ne vendent pas des ampoules, mais ils vendent un service d'usage d'ampoules. Mais en fait, on retrouve ça de plus en plus maintenant sur des éléments de CDC, sur des monts de charge, ascenseurs, etc. On trouve souvent des éléments de moquette. Et on voit qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui se mettent à développer dans leur offre de services en termes de fourniture de matériaux, pas seulement d'acheter, mais aussi d'être dans un système en tant que maîtrise d'ouvrage, en fait, on loue l'élément. Un ascenseur dans un immeuble, il est loué avec un construction Saint-Martin. Exactement. D'accord. Et comme un photocopieuse, exactement. Ce qui fait que ça change ce qui change la donne, c'est que l'entreprise qui fournit l'élément, elle va avoir un intérêt à ce que l'élément il reste le plus longtemps possible dans le bâtiment et en bon état. Parce que c'est comme ça qu'elle arrive. Parce que finalement, si elle le récupère et qu'elle ne veut pas en faire autre chose après, donc dans son modèle économique, c'est tout à fait ça. Moi, parce que j'en ai déjà discuté avec une entreprise qui fait ça autour de la moquette, donc eux, ils proposent leur propre service de nettoyage de la moquette pour être sûr que c'est les bons produits et la bonne manière de nettoyer la moquette, pour être sûr que cette moquette, elle puisse être réutilisée par la suite. Donc ça, voilà, c'est ça le principe d'économie de la fonctionnalité, auquel on est vraiment aux prémices. Hein. On est dans les prémices, mais c'est un axe assez fort dans l'économie circulaire. Alors, je vous l'ai dit là, aussi, la question des clauses. La question des clauses. Les clauses sociales, ça permet sur les sujets d'insertion. Les clauses environnementales, là, ça va être on peut y mettre plein de choses dedans, les clauses environnementales aussi, mais c'est une manière d'imposer aux entreprises aussi des manières de conduire le chantier ou de changer leurs pratiques. Alors, le réemploi énergétique, on n'en parlait pas. Ensuite, il y a la partie conception, maîtrise d'œuvre. Il pose et puis il entretient. Donc là, vous n'avez pas ces petites étiquettes, mais par exemple, il y a la question de l'optimisation des besoins, la conception durable et la fonctionnalité. Ça aussi, ça intervient à ce moment-là. Enfin, ça va pour et dans une des thématiques de l'économie circulaire, il y a la démontabilité et en fait la déconstruction sélective. C'est-à-dire que le bâtiment que je conçois aujourd'hui, comment il va être démontable demain. Donc en fait, dès la phase de conception, on prévoit aussi cette capacité-là. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on dirait après là-dessus. En tout cas, il y a cet enjeu-là. Et pareil, on est aux prémices de ça. Et aujourd'hui, les fournisseurs de matériaux, c'est pas encore trop à leur... les fabricants de matériaux, c'est pas encore trop à leur agenda de faire ça. Mais dans quelques années, ça va vraiment être le cas. Et enfin, la dernière partie, c'est en fin d'opération, on établit le bilan. Donc, vis-à-vis des objectifs initiaux qu'on s'est fixés, est-ce qu'ils ont été bien remplis? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, comment on arrive à capitaliser aussi sur nos expériences? C'est tout bête, mais en fait,
le sujet de l'économie circulaire, il intègre plein de nouveaux critères qu'on n'avait pas en tête jusque-là, ou qu'on n'imposait pas, ou qu'on s'imposait pas, ou qu'on n'imposait pas aux entreprises. Et pour suivre que ces nouveaux critères ils fonctionnent, ou comment on s'améliore et on rend ça plus opérationnel, il y a la question du bilan. Et dans ce bilan, il y a aussi la question du bilan économique. C'est nos autres manières de faire. Est-ce qu'elles m'ont coûté plus cher? Sur quoi ça m'a coûté moins cher? Comment je me suis retrouvé j'ai trouvé un équilibre dans l'opération? Comment je ferai demain pour que ça me coûte moins cher aussi? Comment je vais gagner plus de temps la prochaine fois? Enfin, voilà. Là, il n'y a rien de... Donc là, on a vu sur cette partie-là du rôle un peu du rôle de la maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre. On va prendre étape par étape. Parce que je vois que sur l'étape, ça fait débat, ça fait discussion, tout ça. Donc sur la partie réemploi, j'ai mis diagnostic amiante et plomb. Aussi une seconde fois parce qu'il est indispensable pour faire du réemploi, mais c'est pour ça qu'on le voit deux fois. Et on va pas trop. C'est pour ça qu'il y avait un double. Ce qui est hyper important, c'est qu'on commence d'abord par un diagnostic ressources. C'est quoi la différence du coup entre un diagnostic ressources et un diagnostic PEMD? Dans le diagnostic ressources, ça va être réemployable. Mais c'est quoi pourquoi on fait il y a deux diagnostics différents? Parce que donc dans le diagnostic ressources, on ne s'intéresse pas à la partie des choses qui vont dans le déchet, on parle que des éléments pour le réemploi. Ça peut apparaître aussi dans le PMD, mais en fait dans le PMD c'est potentiellement réemployable. C'est pas parce que c'est mis dans le PMD que c'est réemployable. Et pourquoi? Parce que c'est dans le PMD que c'est pas forcément réemployable. Qu'est-ce qui peut manquer dans le diagnostic PMD? Ouais, le diagnostic PMD il va vraiment être général. Il va permettre de. Enfin, c'est le diagnostic réglementaire, donc qui est obligatoire par rapport au diagnostic ressources. Le diagnostic ressources, c'est vraiment propre au chantier. On va mettre en emploi par rapport au chantier. Par rapport au diagnostic PMD, on va dire. Dans le diagnostic PMD, par exemple, on va dire que tel ou tel gisement est réemployable. Le fait que le diagnostic ressources, avec les spécificités du chantier, on va dire, bah non, finalement, on ne peut pas envoyer ça. Le diagnostic ressources va mettre en. Alors, c'est quoi ces spécificités du chantier? Qu'est-ce qui... Les listes de réemploi et les filières de réemploi. Est-ce que les filières, elles existent? Est-ce qu'il y a bien des gens qui vont être intéressés par ces matériaux-là? Ça, c'est hyper important. Mais avant ça, qu'est-ce qui vont faire que des gens vont pouvoir être intéressés par ces matériaux? L'état du matériau. En fait, les caractéristiques du matériau. Ses dimensions, son état, etc. Ce qui fait qu'en fait, dans le diagnostic PMD, on dit juste j'ai tant de luminaires, mais on ne dit pas forcément le type de luminaire. Alors dans un diagnostic ressources, c'est hyper important de dire le typologie de luminaire, parce que derrière, pour qu'il y ait des gens qui sont intéressés, il faut qu'ils sachent ce qu'ils vont reprendre. Et ça, c'est très important. Et l'autre chose qui est importante, c'est aussi, ça c'est là où va aller le matériau, mais pour la phase de déconstruction. Et donc, c'est la seconde étape, la dépose sélective. Pour qu'une dépose sélective puisse se faire, on ne peut pas travailler avec un diagnostic PMD. En tout cas, des gens qui savent vraiment faire la dépose sélective ne peuvent pas faire la dépose à partir d'un diagnostic PMD. Il faut un diagnostic ressources. Et peut-être l'illustration par rapport à ça, du coup, Zoé de la métropole. On avait été chez Bâti-Récup, qui est un des acteurs locaux du réemploi. Et elle, ce qu'elle disait, c'est que du coup, elle a des démarches graniteuses, mais qu'elle était déposée un peu différemment. Et en fonction justement de la qualité de dépose, le coût derrière de remise en œuvre du matériau, vu qu'il fallait réenlever la colle, etc., n'était pas du tout le même. Et du coup, dans la réintégration derrière, ça complexifiait la réintégration, juste parce que justement, ça n'a pas été bien déposé. Et sûrement parce que vraiment, cette étape de dépose sélective, elle va avoir un impact derrière sur la possibilité de remise en œuvre, notamment par le coût. Ce qui fait qu'on peut trouver dans des diagnostics ressources qui soient mis comment ce luminaire, comment la méthodologie de dépose. En tout cas, les éléments auxquels il faut faire attention pour qu'ils soient déposés. Donc derrière, l'opérateur qui va faire la dépose sélective, il va suivre ce protocole. Oui, parce qu'en fait, si vous dites tout à l'heure qu'il faut faire séparer les luminaires, c'est un PMD, on va avoir tous les luminaires qui vont couper, les ressources, on va avoir des caisses, on va avoir les types de luminaires, on va reséparer. Donc c'est un peu bon. C'est du coup, du fait que à la fin, il nous faut un matériau qui soit reposable quelque part, il y a un certain nombre d'attentes pour qu'il soit reposable.
Et du coup, la première étape, ça va être de ne pas l'abîmer. Et le plus facile, enfin l'étape où on peut plus l'abîmer, c'est au moment de la dépose. Dès qu'on commence à le toucher quelque part. Et après, dans toutes les autres étapes qu'on va voir, il y a des protocoles à respecter. Mais déjà, c'est cette première étape qui est indispensable. Vraiment d'être clair de... Et du coup, ce qui fait qu'une personne qui fait un bon diagnostic ressources, elle réalise des tests de dépose. J'ai une petite question par rapport à ça. Dit la différence entre le PMD et le diagnostic ressources, c'est aussi qu'une est réglementaire et pas l'autre. Ouais. Et donc, du coup, il va y avoir des différences de prestations entre un diagnostic ressources A et un diagnostic de ressources B. Et donc, du coup, pour la maîtrise d'ouvrage, c'est important, lorsqu'il faut une consultation de quelqu'un qui fait un diagnostic ressources, d'être précis aussi dans ce qu'il demande, potentiellement. Exactement. Des références aussi. Parce que voilà, il y a des gens qui se lancent sur le marché de proposer des prestations et moi j'en ai vu, on peut rien faire avec. Quoi. Derrière, pour les établir en plan, on peut rien faire. D'où l'enjeu de formation, et c'est ce qu'on travaille de développer des formations diplômantes au diagnostic ressources, hein, sur quoi moi je vais travailler à partir de septembre, dans cet enjeu-là aussi pour que vous puissiez réclamer que le prestataire diagnostic ressources, il ait un diplôme de diagnostiqueur ressources. Comme aujourd'hui, vous pouvez revendiquer que le diagnostiqueur PMD ait le diplôme parce qu'il existe des diplômes de diagnostic PMD. Aujourd'hui, c'est là où on est la réglementation sur la partie réglementaire, c'est le PMD qui est réglementaire. Mais on peut très bien imaginer que dans l'avenir, le ressources pourrait être réglementaire. Par exemple, à Portland, aux États-Unis, il est réglementaire pour des bâtiments à partir d'une année de construction, enfin, jusqu'à une année de construction. Au début, la première fois, ils avaient travaillé sur tous les bâtiments qui étaient construits avant 1940, un truc comme ça, et je crois qu'ils ont dit plutôt 1950 maintenant. Tous les bâtiments qui ont été construits avant 1950 ont l'obligation d'avoir un diagnostic ressources. Donc voilà, c'est des choses qu'on peut avoir. Et pourquoi, c'est pas utopique ce que je dis là, c'est aussi par rapport à la question de la ressource. On en a parlé, la question de l'enjeu de la recyclabilité, enfin, que les déchets aillent vers les filières de recyclage. Mais si on veut réellement être moins dépendant et en même temps avoir une énorme économie carbone, il faut faire du réemploi. Parce qu'aujourd'hui, si on remplace un matériau de réemploi, enfin, si un matériau de réemploi remplace un matériau neuf, on a 90% d'économie carbone. Donc c'est énorme, enfin, c'est le jour et la nuit. Par contre, ça veut dire que tout est réemployable et qu'on peut tout se fournir en matériaux de réemploi aujourd'hui. Hein. Pas du tout. Hein. On est au début, on est là, step by step là pour l'instant. Mais en tout cas, c'est la logique. Et comme là, dans cette salle, il y a plusieurs maîtrises d'ouvrage qui sont propriétaires et gestionnaires de leur part, il y a tout l'enjeu aussi de comment je gère pas juste un parc de logement, je gère aussi une banque de matériaux, une banque de ressources. Et du coup, comment je la gère pour les années futures. Comment le 90%, enfin, à quoi il fait référence? Parce que tout à l'heure, on voyait que c'était le conditionnement qui devait être le plus important. Le plus cher. Donc 90%, c'est quand tout est merveilleux, tout. Non, c'est 90% d'économie carbone. C'est pas de l'argent. Parce que du coup, ça substitue l'étape d'extraction de la matière, de transport, de transformation, de transport, de retransformation, de transport, de mise en œuvre. Ça nous permet de comprendre qu'un matériau neuf a un impact énorme en fait, écologiquement. Il y a une autre question. Juste pour bien comprendre le diagnostic ressources, il va jusqu'où dans son objectif? C'est-à-dire ce qu'il dit, voilà, je dispose de tant de matériaux, mais quel matériau pourrait être employé pour ça? Est-ce qu'il peut aller jusque-là? Et du coup, la maîtrise peut s'en emparer pour dire, ok, si ça peut être employé pour ça, je vais concevoir la construction en fonction de ça. Exactement. Dans le cas d'une rénovation, la logique, et c'était une question qu'il y avait tout à l'heure, une réflexion qu'il y avait sur une table tout à l'heure, c'est de dire, dans le cas d'une rénovation, le diagnostic ressources va permettre que les architectes vont dire, vous pouvez pouvoir intégrer dans ma conception les éléments qui sont déjà là. Mais j'ai besoin de les déplacer. Par exemple, ces luminaires, ils sont en parfait état. Par contre, ils ne seront pas dans cette pièce-là. Donc on va bien avoir besoin d'une étape intermédiaire où ils vont être déposés donc de manière sélective, stockés temporairement pour être mis en œuvre par la suite. Donc ça, c'est la première logique du réemploi in situ. Mais la logique, elle peut être aussi du réemploi ex situ, où notre matériau lors d'une déconstruction, il est pris en charge par un acteur, ou lors d'une construction, du coup, je m'approvisionne via un autre acteur.
Enfin, ça vient d'autre part. Et cet autre part, c'est pas forcément sur la métropole rennaise. Hein. Ça peut être à l'échelle régionale, ça peut être à l'échelle nationale. Et j'ai une banque de données pour avoir accès justement. Et c'est ce qui est en train de se développer aujourd'hui, hein, de plus en plus. Et vraiment, j'insiste là-dessus, moi je considère qu'une personne qui fait un bon diagnostic ressources, elle sait que cet élément-là, derrière, c'est possible de déposer, donc elle peut faire un test, qu'il y a des acteurs qui sont en capacité de le reprendre si jamais il y a une opération à faire dessus. Si c'est pas pour un réemploi in situ, donc pour d'autres opérations, je sais qu'il y a des acteurs quelque part en France qui vont être intéressés à le reprendre. Je sais un peu leurs conditions, les volumes qui sont prêts à reprendre, etc. Donc ça, c'est les tendances qui sont en perpétuelle évolution parce que tout ça, il y a plein de nouveaux acteurs qui se créent tous les jours, etc. Donc ça s'étoffe, le réseau s'étoffe, mais c'est cette capacité à être en contact avec qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est possible de faire. Et pas juste tout est réemployable et c'est merveilleux, on se met la peine comme ça. Non, là c'est vraiment là, tape la règle. Aujourd'hui, quelle est la part de quantité, le volume de diagnostic ressources? Est-ce qu'il y a le diagnostic PEMD, c'est à partir de 10 mètres carrés? Diagnostic ressources, oui, sur un chantier de rénovation ou plus petit. Il n'y a pas de surface minimum. Enfin, il y a une maison, elle est très. Enfin, on peut faire des ressources dans une maison, c'est très bien de le faire. Oui, donc aujourd'hui, c'est encore marginal, mais ça s'étoffe petit à petit. Ça s'étoffe, c'est-à-dire que le réemploi, aujourd'hui, l'ADEME considère qu'on est à 1% de réemploi. Alors, moi, j'ai toujours pas compris c'était 1% de quoi, par rapport aux déchets, sur quel volume. Enfin, normalement, ils vont préciser tout ça. La REP a dit qu'on va passer de 1 à 5%. On ne sait toujours pas de quoi, d'unités, de kilos, de tonnes, de mètres carrés, on ne sait pas. Ça va être précisé aussi, mais en tout cas, ce que ça veut dire, c'est quand même une multiplication par 5. C'est un changement considérable. Ça, c'est des objectifs. Mais de l'autre côté, c'est aussi, si vous intégrez, et là on retrouve les critères d'économie circulaire, les questions de RSE, des objectifs en termes de décarbonation, etc., en fait, le réemploi est indispensable. Aujourd'hui, dans la perspective, il y a plusieurs d'entre vous qui sont concernés ici, de rentrer dans la stratégie nationale de la carbone, il n'y a pas 36 000 solutions pour arriver à la neutralité carbone en 2050. Le réemploi, c'est un des trucs le plus simple, en fait, et qui coûte pas forcément plus cher, voire des fois qui coûte moins cher. Les bio et géosourcés, c'est un autre gros morceau qui aide facilement. Mais en tout cas, il y a plein aujourd'hui de facteurs qui font que le réemploi il va se développer. On est aux prémices, on est vraiment aux prémices aujourd'hui. Donc, indispensable, le diagnostic ressources, la dépôt sélective. Après la dépôt sélective, il y a l'enjeu du conditionnement des matériaux. Encore une fois, c'est vraiment, et moi je le mets parce que c'est des échanges que j'ai avec les acteurs de réemploi, de dire aujourd'hui un des problèmes qu'on a, c'est que certains des démolisseurs qui prennent le marché réemploi, ils conditionnent mal, c'est mal mis dans le carton, c'est mal palettisé, et derrière dans le transport ça se casse, on ne peut plus rien en faire. Donc c'est-à-dire que c'est avoir une vigilance lorsqu'on dépose l'élément, mais aussi comment on le conditionne en vue de, et comment on le transporte derrière. Donc ce conditionnement, le transport, alors là j'ai mis en cas dans un où les matériaux sont sortants du chantier, donc on va les mettre vers le stockage. Ça peut être un stockage tampon, ça peut être chez un acteur spécialiste des remploi comme ici Bâti Récup qui fait du stockage interchantier, etc. Donc là, on est sur l'opération. Donc ensuite, les matériaux sont sortis de l'opération de réemploi, enfin de déconstruction. Il y avait des cartes supplémentaires sur la partie réemploi. Donc là, imaginons, on est sur on revient sur l'exemple d'une démolition-rénovation. Donc là, on a des éléments qui ont été déposés. Et là, on veut les remettre en œuvre dans le même chantier de rénovation. Et là, il va y avoir du coup un enjeu de ce qu'on appelle la préparation au réemploi. Et cette préparation au réemploi, c'est à la fois du nettoyage, de la transformation, du reconditionnement. Du coup, une étape plus ou moins importante qui va être faite sur le matériau. Des fois, c'est juste un coup de chiffon. Mais des fois, c'est vraiment, on change une pièce, on le reforme, etc. Tout dépend de le besoin, du type de matériau, etc. Et puis, sur le chantier, on veut s'approvisionner par l'extérieur d'autres matériaux, on s'approvisionne. Et potentiellement, j'ai mis ça pour justement avoir un petit point d'alerte. Nous, quand on a fait nos études sur les besoins en compétences, on s'est posé la question de est-ce que les professionnels, en gros les entreprises de construction, est-ce qu'elles doivent apprendre à mettre en œuvre des méthodes de réemploi?
Alors on a eu des grands débats pour au final dire oui, mais pas que. C'est-à-dire que pour certains matériaux de réemploi, oui, il y a besoin de s'adapter. Donc là, c'est un peu l'essence de l'art de l'artisanat, et l'artisan, il fait au quotidien sur ses chantiers, il s'adapte, je prends ce truc-là, hop, je mets là, je refais une découpe, voilà. Mais il y a aussi, et c'est aujourd'hui ce qui est en train de s'étoffer de plus en plus dans l'offre de services autour du réemploi, c'est du réemploi préapposé, c'est-à-dire une offre de service équivalent au neuf. Préapposé avec la notice, les pièces de rechange, etc. Est-ce que on a des exemples d'entreprises qui sont en mesure de fournir aujourd'hui ces éléments issus du réemploi préapposés? Oui. Localement, parce que l'autre fois qu'on était à Bâti-Récup, là récemment ils ont mis ça en valeur, mais c'était le plan est plutôt sur l'aménagement d'espace, mais sur des pavés de réemploi et qui sont coupés, ou des marches granito justement où il y a un traitement de surface pour que ne soit pas dérapant. Parce que si on met des marches granito qui est en intérieur en extérieur, surtout vu le climat qu'on a ici, voilà, on peut glisser. Donc là, il y a un traitement de surface pour que ça puisse respecter toutes les normes. Et quand on a parlé, la question des sanitaires, là, ça fourmille un peu en Bretagne, là, de plusieurs acteurs qui sont en train de voir s'ils ne se positionneraient pas sur le sanitaire de réemploi pour avoir des filières locales de reconditionnement d'éléments sanitaires, donc qui proposent une prestation d'un état quasi neuf ou équivalent neuf. C'est juste que légalement parlant, on ne peut pas dire ça comme ça. Mais le niveau de prestation, il est là. C'est juste qu'on a une économie carbone. Un tracteur aussi au besoin, un exemple qu'il y a eu en Bretagne, réutilisation du parquet, dépôt sélectif par l'entreprise Tri & Collect. Et donc, ils l'ont fait plusieurs fois et au bout d'un certain temps dans leur process, ils ont numéroté les lames de parquet à la dépose, puisque un parquet en massif se déforme à l'usage. Et ils se sont rendus compte que sur les premiers lots qu'ils ont revendus, en fait, la remise en cause, il fallait que ce soit des artisans qui soient qualifiés pour poser du parquet entre guillemets à l'ancienne qui a ses défauts, quoi. Et donc le gros des artisans n'était pas en mesure de les poser, sauf que maintenant ils vendent un process avec, c'est-à-dire qu'ils numérotent les lattes dans le sens où ils les ont déposées pour pouvoir les vendre et que n'importe quel artisan puisse les reposer derrière. Donc Tri & Collect, un autre nombre d'acteurs potentiels qui peut faire Et grosso modo aujourd'hui, l'offre de service, comme je l'ai dit, en termes de fourniture de matériaux de réemploi, elle est balbutiante, c'est le début. Moi je fais partie de différents réseaux d'acteurs du réemploi, et nous ce qu'on dit dans nos réunions, c'est qu'on a besoin de savoir ce que les maîtrises d'ouvrage vont commander. Par exemple, il y a le quartier universitaire hospitalier là, de Nantes, et ils ont fait un 1% réemploi, et on sait quel type de matériaux et la quantité qui vont être remis en œuvre dans 5-6 ans. Et donc, en tant qu'acteur du réemploi, on peut se dire, en fait, on sait qu'il va y avoir ça, qu'il va y avoir cette commande-là, donc on peut se positionner à proposer ce service-là parce qu'on sait qu'il va y avoir ça. Donc aujourd'hui, les acteurs, ils manquent de visibilité sur de quoi, les marchés qui vont arriver, les besoins. On sait les matériaux qui vont être un peu le top du réemploi, mais c'est aussi très régional, hein, parce que d'une région à l'autre, on n'a pas tout à fait les mêmes typologies de bâtis, les mêmes attentes, les mêmes visions des choses. Donc voilà un petit peu là sur la partie réemploi, et il y avait deux cartes que je vous ai pas montrées. Il y avait approvisionnement de matériaux de réemploi et remise en œuvre garantie et assurabilité, c'est hyper important. Donc, tout à l'heure, on a vu la traçabilité qui était légale, etc. Là, il y a l'un des gros sujets du réemploi, c'est comment l'élément qu'on fournit, quand on maîtrise d'ouvrage on fournit ou que l'entreprise se fournit pour mettre en œuvre l'élément de réemploi, il atteint toutes les attentes en termes de garantie, et du coup, la gestion du risque, elle est maîtrisée, et surtout que le bureau de contrôle, il considère comme une technique courante. Aujourd'hui, de base, un bureau de contrôle considère comme c'est une technique non courante, un élément de réemploi. Donc, on doit justifier de choses. Donc là commence à sortir une série de fiches autour de certains matériaux. Donc il y a en gros une grosse dizaine de matériaux là où on va avoir ces fiches-là, où ça va être toutes les attentes qu'a un bureau de contrôle.
Donc en gros, c'est toutes les preuves qu'on va fournir. Donc ces preuves-là, c'est quoi? C'est la méthodologie de dépose, la méthode de conditionnement, la méthode de stockage, de transport, etc. En gros, comment l'élément n'a pas été altéré durant le process du chantier A au chantier B. Donc il y a un certain nombre d'éléments de preuve. Le diagnostic ressource, c'est le premier élément de preuve, c'est là où ça commence. Donc tout ça, c'est en train de bouger. Moi, on me dit souvent, le gros frein du réemploi, c'est l'assurance. Moi, je dis, je suis pas d'accord. Ça l'est peut-être là à l'instant T, mais dans l'année, c'est en train de énormément bouger, et les bureaux de contrôle, ils sont en train d'énormément bouger là-dessus. Le gros sujet du réemploi, c'est la logistique et le stockage. Parce que l'idée qu'on a un matériau qui sort d'un chantier A pour directement aller dans un chantier B sans stockage, ce que j'appelle le réemploi romantique, ça fait rêver, mais en vrai, c'est hyper rare. Du coup, il faut bien trouver d'autres solutions. La solution, c'est du stockage. Là, on est plusieurs, il y a des travaux qui sont faits, mais en vrai, la collectivité doit jouer son rôle. Les maîtrises d'ouvrage, elles peuvent aussi, parce qu'il y a des fois des zones de stockage, etc., qui peuvent mobiliser, mais en tout cas, il y a cet enjeu-là. Du coup, je vais vous montrer un exemple. Qu'est-ce qu'il vaut mieux, en fait, par rapport à la maintenance des équipements? Parce qu'après, il faut pouvoir garantir, par exemple, tel logement, des choses comme ça, sur les équipements. Si c'est un équipement qui est relativement simple, il faut pouvoir appliquer ça. Du coup, c'est pour ça qu'il y a des choses qui sont c'est très difficile à les réemployer. Parce que justement, l'exigence qu'on a, qu'elle soit réglementaire, mais derrière aussi en termes de danger, pour soi, pour les usagers, etc., elle est trop importante. Du coup, aujourd'hui, on n'est pas en capacité de le faire. Donc, il n'y a pas que l'état de l'équipement, parce qu'il peut être en bon état, mais pas réutilisable. Donc, il y a les deux états. C'est ça. Et c'est vraiment pour ça que la logique réemploi, c'est pas de dire tout est réemployable. Moi, je parle de réemploi des matériaux pluriels, parce qu'il y a différents matériaux qui sont plus ou moins réemployables. Aussi, en fonction de ce que c'est pour demain être réemployable dans un usage professionnel ou par un maîtrise d'ouvrage professionnel. Est-ce que c'est pour les particuliers? Parce que du coup, on ne rentre pas du tout dans les mêmes attentes. Donc c'est aussi des filières différentes derrière. Donc, tout ça, voilà, ça fait partie de l'écosystème réemploi. En tout cas, ce que est dit par les filières réemploi aujourd'hui, concentrons-nous sur ce qu'on sait faire. Donc cette liste-là, cette 10-20 de matériaux un peu prioritaires, là on est en terrain sûr. Quoi. Parce qu'on est basé sur des matériaux qui n'ont pas été conçus pour pouvoir être utilisés. Donc maintenant, ça veut dire que les futurs équipements qui vont être faits, il faut avoir une réflexion de se dire qu'est-ce qui nous bien. Exactement. D'où le sujet de la démontabilité qui fait partie des principes de l'économie circulaire. Du coup, dans les autres étiquettes, il y avait la question de l'approvisionnement en matière de réemploi. Donc là, c'est dans le cadre de ma construction, comment je m'approvisionne. Il y avait aussi la question des exutoires. Donc ça, c'est juste pour vous mettre ce mot de vocabulaire. Les exutoires, c'est un peu barbare aussi, mais en gros, c'est là où vont les matériaux de réemploi lorsqu'on les sort. Donc on se dit, je cherche des exutoires. Voilà, c'est juste cet élément de vocabulaire. Là, ce que je vous propose, et Quentin, je veux bien... Vous parliez des 10 matériaux de réemploi identifiés aujourd'hui, sur lesquels? Alors en fait, il y a plusieurs programmes et tous sont pas, ils n'ont pas tous les 10 semaines. Parce qu'il y a un programme qui est développé, qui s'appelle le programme Spiro, qui est piloté par le CSTB par exemple. Il y a une association qui s'appelle Réavi qui travaille aussi dessus. Il y a l'éco-organisme Valobat qui a aussi sorti sa liste sur laquelle ils veulent massifier les choses. Mais grosso modo, on a du faux plancher, des chemins de câble, faux plafond, sanitaire. Est-ce que Zoé... je connais pas la liste par cœur, mais... oui, radiateur. Les radiateurs en fonte. Il y a aussi les aménagements extérieurs. Bien sûr pavé, mais ça on le fait depuis toujours. Et on n'a pas arrêté de le faire. Voilà. Et on pourrait vous remettre la... Et il y a le booster du réemploi qui a aussi travaillé là-dessus. Et tout à l'heure, dans le diapo de Quentin, il y avait un exemple d'illustration d'un bâtiment tertiaire. Et dedans, tout cela sont dans les tops, qui ont été travaillés par le booster. Pour illustrer, aujourd'hui, on parle vraiment gestion de projet, donc on parle
de toutes les étapes qu'ils peuvent avoir dans un projet, que ce soit un projet de déconstruction, de réhabilitation, de construction. Et en fait, dans les sessions qui vont venir, on va faire des focus vraiment pour aller plus dans la technique, et justement, ces fiches-là, on en parlera à cette occasion. Donc, c'est des documents et des ressources qui nous seront communiqués en temps voulu au moment de ces sessions. Donc, ne vous inquiétez pas, toute la ressource sera mise à disposition à ce moment-là. Et du coup, l'idée là, c'était de conclure par un retour d'expérience pour justement voir comment ce que vous avez sur vos tables peut s'appliquer dans le cadre d'un retour d'expérience qui s'est passé et du coup de qu'est-ce qui peut bouger. On va voir ça ensemble. Du coup, on va aller à Nantes, on va changer de région, département, pour aller au Grand T, qui est du coup un théâtre qui est conventionné une scène nationale, qui est propriété du département. Alors, pourquoi celui-ci? Parce qu'en fait, l'opération est quasiment terminée sur la partie réemploi. Il y a eu déjà, on a un peu quand même des éléments, mais à l'époque, quand le marché est sorti, c'était un des premiers marchés publics aussi importants qui avait des ambitions très fortes sur le réemploi. Donc ils ont un peu aussi cassé, comment on dit l'expression déjà, casser la baraque. Voilà. Du coup, on n'est pas très loin du centre-ville de Nantes. L'enjeu, c'était de moderniser, d'agrandir le hall, d'avoir une deuxième salle, parce que la deuxième salle aujourd'hui, jusque-là, était de 100 places et passée du coup une deuxième salle à 350 places. Création de studios, réorganisation des espaces techniques, avoir des nouveaux locaux administratifs, mise en valeur du jardin. Donc on voit que dans les objectifs initiaux, il y avait, ça traite différentes thématiques. Donc là, en 2019, a été choisie la maîtrise d'œuvre. Et juste après que la maîtrise d'œuvre a été choisie, en fait, il y a eu les objectifs réemploi qui ont été fixés. Le département, il a voulu, du coup, en fait, il a anticipé le changement du contexte réglementaire. La loi GEC n'était pas encore là. Il y avait une volonté du département d'aller sur ce sujet-là, mais aussi une adhésion forte de la maîtrise d'usage, qui était hyper en accord avec ça, et une maîtrise d'œuvre qui était très volontaire pour concevoir un bâtiment qui a du sens. Et du coup, c'était facile de changer les pratiques. Et donc pour ça, ils se sont dotés d'un marché d'AMO qui a réalisé un diagnostic ressources, donc c'est BLA-Stock qui a été choisi, mais aussi un volet accompagnement de la maîtrise d'œuvre et de la maîtrise d'ouvrage. Donc là, c'est un mode d'organisation, c'est pas vraiment que toutes les opérations doivent se passer comme ça. C'est sur ce sens-là qu'on fait. Du coup, le diagnostic ressources a permis, du coup, je regarde, c'était la question tout à l'heure, mais aussi là, a permis d'enrichir en fait la conception. Donc, dans qu'est-ce qui est déjà là, qu'est-ce qu'on peut du coup réutiliser par la suite dans le projet. Donc là, il y avait eu, dans cet accompagnement de BLA-Stock, de la maîtrise d'œuvre, il y avait des exemples de ces luminaires, comment on peut les réintégrer, voilà, il y avait plein d'exemples qui étaient mis. Donc après, au choix de la maîtrise d'œuvre, de faire son tri et validé par la maîtrise d'ouvrage. Ensuite, il y a pour la stratégie qui a été choisie après que le diagnostic ressources et donc en gros ont été sélectionnés les éléments qui allaient faire l'objet d'un réemploi. En fait, il y a eu du coup une procédure qui a été mise en place avec, et du coup c'est aujourd'hui ce qui est le plus mobilisé, l'usage de variantes, de tranches optionnelles, etc. Vraiment pour ne pas se fermer et dire à l'entreprise, vous allez mettre en œuvre des méthodes d'emploi, point barre. En fait, s'il y a un couac, on ne peut pas se retourner, du coup, d'où l'usage de la variante. Et je passe assez vite là-dessus. Donc, dans le cahier des charges, il y avait à la fois un enjeu de réemploi in situ, aussi une partie du gisement du coup, qui allait vers différents exutoires, et création d'une ressourcerie aussi sur chantier. Donc en fait, le chantier est devenu un espace de vente. On va voir une photo après. Comment ont été validés les matériaux de réemploi? Là, c'est ce qu'on a vu un peu les fiches scénarios. La maîtrise d'œuvre valide. Ensuite, le bureau de contrôle valide. Si le bureau de contrôle est validé, la maîtrise d'ouvrage elle valide. Et ensuite, dans le dernier mot, c'est les entreprises qui aussi disent
ça me va de prendre ça comme élément de fourniture, ça ne va pas. En tout cas, voilà. Et tout ça, ça crée un peu des nouveaux dialogues qu'il n'y avait pas forcément jusque-là. Donc là, c'est le protocole qui a été choisi pour cette opération-là. Potentiellement, assez rapidement, il y a des choses qui peuvent... par cette binarité du réemploi, ou en tout cas cette offre de service à l'image du neuf, bah, ça sera aussi beaucoup plus simple. Du coup, là, il y a un groupement là, qui a été choisi pour gérer la partie du coup, dépose des éléments, sachant que la dépose, elle a été faite par Océan, qui est une structure d'insertion, mais qui a aussi été faite par le démolisseur. C'est-à-dire que le démolisseur ayant des moyens mécaniques plus importants a pu permettre de déposer ce que Océan n'était pas en capacité. Donc on avait du lot dépose en fait dans les deux marchés. La gestion de la vente et du stockage sur chantier était fait par station-service. La BLR est devenue murmurée encore, basée à l'intérieur. Et du coup, d'autres choses sont parties autre part. Donc là, un chantier de démolition partielle, un fameux. Là, les personnes d'Océan qui réalisent la dépose sélective. Et là, on a l'exemple, donc il y a eu 2 ventes sur chantier. Il y a eu une vente de mobilier. Ça, il y avait full, enfin il y avait un monde de fou. Et après, il y a eu une vente uniquement matériaux, avec édition d'un catalogue, avec réservation préalable. Les gens réservaient et venaient chercher sur place. Et donc, également, stockage sur chantier. Alors là, ils ont un foncier extraordinaire, un très très grand parking, donc c'était assez facile. Mais du coup, il y a eu du stockage en extérieur, en conteneur, etc. de tous ces éléments qui allaient être ensuite réemployés sur site. Et il y a aussi eu des éléments, du coup, qui venaient d'autre part. Et ça n'a pas été le simple. Du coup, il a fallu, c'était vraiment une découverte pour un peu tout le monde, ce protocole-là, de pouvoir se fournir en matériaux de l'emploi qui venait d'autre part. Mais en tout cas, tout n'a pas réussi, mais une partie non négligeable a été réussie, entre autres, je pense à des éléments de charpente, des éléments de bardage, etc. On peut être comme ça, donc avec ce protocole-là qu'on a vu tout à l'heure, jusqu'à la validation des entreprises. Comme c'était une opération assez pilote, ils ont quand même rencontré pas mal de difficultés. La question de la sécurité normative et l'assurance, on en a parlé, mais il n'y avait pas tout ce que je vous ai dit à cette époque-là. Avoir suffisamment caractérisé les matériaux, d'où l'importance du bon diagnostic ressources, la gestion du stockage, l'identification des ressources et la temporalité planning. Le planning est toujours compliqué. Ça rajoute un élément, mais il y avait aussi ça. En tout cas, donc la BLR qui s'était occupée du sourcing, Murmure, qui est devenu la BLR est devenue Murmure. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui ils sont hyper habitués, c'est devenu beaucoup plus simple pour eux de faire ce truc. Parce qu'ils sont, c'était un peu la première opération, ils devaient faire ça. Depuis, on en fait plusieurs, c'est beaucoup plus simple. Donc, on est vraiment, comme je dis, sur les prémices là-dessus. Mais tout ça est en train de se fluidifier, de se faciliter, et que beaucoup d'acteurs montent en compétence aussi là-dessus. Donc, voilà un petit peu là pour voir. Donc, si on veut revoir les étapes, je vous avais préparé alors, je ne sais pas si on va bien voir du tout à l'écran, mais du coup, j'avais refait le schéma du coup appliqué du coup à ce retour d'expérience. Et du coup, les choses différentes, et je vais zoomer dessus, qu'il y a par rapport à ce que vous avez sur la table, c'est la mise en place du plan sur chantier, qui est vraiment un super dispositif et qui marche très bien. Les stockages des matériaux sur site avec leur remise en état aussi, qui est organisé sur site. Donc ça, c'est ce qu'il y avait de différent par rapport à vos tables. Et puis également, il y avait le schéma de validation qu'on a vu tout à l'heure. Et enfin, il y avait aussi un peu le schéma temporel, comment ça s'est passé, l'intégration, qui est partielle, parce que sinon on ne voyait pas grand-chose. Mais on retrouve là les éléments que je vous ai présentés. Donc là, on a un exemple d'un type d'opération, mais d'une opération à l'autre, ça peut s'organiser différemment. En tout cas, la logique, elle est là. L'enjeu là, on a beaucoup parlé de réemploi, mais le sujet de l'économie circulaire, si on reprend un peu les différents éléments, et si on reprend ma liste que j'avais notée de ce que présentait Quentin,
Il y a la question, dans ces thématiques d'économie circulaire, il y a la question de la RSE et de l'évaluation. L'enjeu d'établir mettre des objectifs et des bilans. Cette RSE voilà, qui commence aussi à être un angle d'attaque pour faire venir ces sujets-là. Créer aussi des synergies entre les acteurs. On a bien vu que ça nécessite une plus grande coopération, une plus grande communication entre tout le monde. La conception durable, on en a parlé, et qui s'élargit, et ça sera évoqué dans les prochains ateliers aussi. L'économie de la fonctionnalité, on en a parlé. Démontabilité et déconstruction sélective. Comment on permet aussi, on prépare le futur. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'on construit aujourd'hui de manière majoritaire, ça va être quasiment pas réemployable pour toutes les opérations neuves aujourd'hui. Ça va être très très compliqué. Aujourd'hui, ce qui permet de développer le réemploi, c'est parce que le stock de matériaux qui est sortant, il est en trouve d'un patrimoine ancien et de très grande qualité. Mais il y a le patrimoine rennais, par exemple, et aussi de pas forcément toujours très bonne qualité. Donc, aussi les gisements ne sont pas non plus extraordinaires tout le temps, donc il faut aussi préparer les gisements de demain. Ce n'est pas employable aujourd'hui parce que ce sont des modes de construction des composites, des choses comme ça, c'est ça? C'est que par exemple, on continue à construire beaucoup low cost. Dans ce qu'on construit aujourd'hui, l'enjeu c'est ce qui est livré. Ce qu'on vend aux clients dans un temps de promotion. Du coup, après à lui de gérer la suite, mais dans les modèles économiques, etc., on va prioriser ça. Et du coup, ça rend pas et aussi les modes de construction qui ont été établis par les fabricants de matériaux pour justement accélérer le temps de construction, du coup de réduire les coûts, ne rend pas démontables les éléments. Parce qu'on fonctionne beaucoup avec des choses de collées, etc. C'était ça. Du coup, l'enjeu de cette démontabilité, c'est comment on crée des assemblages qui sont facilement, qui n'entrasent pas la qualité, mais qui sont facilement démontables. Et dans cette démontabilité, ce n'est pas nécessairement une démontabilité pour le réemploi, ça va être aussi une démontabilité pour le recyclage, dans le sens où les matières peuvent être séparées. C'est une des grosses difficultés aussi qu'on a, et pourquoi on trouve aussi beaucoup de choses dans l'encaissement, c'est que ces éléments sont très très difficiles à recycler parce que c'est très très compliqué ou très cher de séparer les matières. Mais alors, est-ce qu'en parallèle de tout ça, tous ces efforts, toute cette émergence-là sur le réemploi, est-ce que le neuf, lui, va continuer encore, parce qu'il y a toujours des grues, il y a toujours un peu partout des constructions neuves, est-ce que ça va continuer à mettre en œuvre des modes constructifs qui sont juste absolument pas qui ne seront pas réemployables après, c'est que en fait, nos manières de construire, elles doivent évoluer. Les manières de construire qui rentrent vraiment dans l'économie circulaire et la décarbonation, elles sont ultra minoritaires. Mais l'enjeu, c'est justement de participer à cette bascule. Donc c'est aussi plein de choses à réapprendre. En tout cas, vraiment à l'instant T, moi ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, les fabricants de matériaux, ils ne sont pas tant dans la démontabilité, mais plutôt dans le prolongement de la durée de vie. Comment on peut remplacer facilement des pièces, il y a du stock de pièces détachées, etc. Donc on peut facilement réparer. Pour l'instant, ils en sont pas. C'est tout nouveau. Ils sont, entre autres, via la REP PMCB, ils vont être financés pour développer de la R&D là-dessus. Voilà. On en est là, pour l'instant, on en est là. C'est pas pour autant que là, j'appelle mon fournisseur de matériaux que j'ai la majorité des matériaux qu'ils peuvent me fournir, ils sont avec une part de matière issue du recyclage, facilement démontable, il y a des détachés. Non, c'est tout ce qui est en train de se faire parce que la bascule est en train de se faire. Et du coup, les deux dernières thématiques, les trois dernières, c'est la pérennité du bâtiment, l'évolution du bâtiment, on en a parlé. Et après, l'approche plus globale, aussi comment, dans le bilan général, on s'y retrouve aussi dans ces équilibres, sachant que la comptabilité, elle n'est pas uniquement économique, elle est aussi carbone. Et du coup, dans ces équilibres, ces choix qu'on fait et ces ajustements, sachant que c'est très territorial parce que c'est aussi la capacité aux acteurs locaux à pouvoir répondre à ces ambitions-là. Donc, nous, on a un peu tendance à dire ne mettons pas trop d'ambition, y allons progressivement parce que derrière, c'est tout le monde qui doit y aller ensemble et monter en compétence. Voilà. Et les matériaux qui sont déposés, qui sont réemployables, mais pas sur le site, ils sont valorisés financièrement.
et ben, ce découpage de la valeur, il est très variable en fonction du type de matériaux et surtout en fonction de où ça va. Comme je disais tout à l'heure, il y a à minima, est-ce que ça va pour un réemploi pour les professionnels ou pour les particuliers. Donc déjà, c'est deux types d'orientation. Et aussi, ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'il y a des acteurs qui se spécialisent sur certains types de matériaux. Je pense à un acteur à Caen, le Club Circulaire, qui aujourd'hui se spécialise sur le réemploi de radiateurs en fonte, par exemple. Et du coup, ont la capacité de regarantir le radiateur en fonte en qualité et on demande la couleur qu'on veut à la fin et on sera livré avec la couleur qu'on a souhaité. Et c'est un élément de réemploi. L'exemple d'Articonex, tout à l'heure, a été cité sur le bois. Il développe un truc qui s'appelle Réemprod, justement autour du bois, mais pas que. L'objectif en Bretagne serait de développer quelque chose sur les sanitaires, c'est un projet. Donc voilà, il y a ces spécialisations qui se font petit à petit. Mais encore une fois, tout dépend de la demande. Quelle demande en matière de réemploi il y a dans l'avenir. Et ça, les acteurs du réemploi ne le savent pas tout à fait. C'est les maîtrises d'ouvrage qui peuvent le... Un point de bascule qui existe sur la notion de coût, c'est pour tout ce qui est matériaux de réemploi, c'est le moment où le matériau devient moins onéreux que de le mettre en décharge ou de valoriser l'énergie. À ce moment-là, pour une maîtrise d'ouvrage qui est en dépôt sélectif, c'est là où le matériau de réemploi ça devient intéressant financièrement. Après, il y a toutes les démarches qui sont plus des démarches volontaires aussi, d'aller sur des démarches beaucoup plus vertueuses. Mais aujourd'hui, ce point d'équilibre, ce point de bascule, on y est sur certains produits. Et pour d'autres, ça va arriver prochainement du fait de tout ce fourmillement, de toutes ces expérimentations, parce qu'il y a forcément des coûts qui sont induits du fait qu'on est en train d'expérimenter. Et donc, en faisant, on va réussir à réduire les coûts et on va arriver à ce point de bascule qui va permettre de rendre justement ces matériaux-là plus intéressants. En tout cas, moi j'espère qu'à travers l'animation que je vous ai proposée, ça vous paraît un peu plus clair, ces thématiques et voilà, de comment on peut se saisir ces sujets-là. L'enjeu, voilà, c'est d'avoir cette première approche, en tout cas de commencer à maîtriser le vocabulaire et du coup participer à ce changement culturel. L'enjeu, c'est aussi que vous participez à ce changement culturel, mais aussi les équipes, qu'elles aussi elles puissent comprendre quand on parle de diagnostic ressources, qu'est-ce que ça veut dire, les dépôts sélectifs, qu'est-ce que c'est derrière, etc. Donc voilà, c'est quelque chose que nous on a développé là là je l'ai adapté avec ces feuilles de couleur pour vous et à cette configuration-là. Je l'ai déjà fait de format aussi totalement différent pour l'autre public. Voilà. En tout cas, l'enjeu est aussi de comprendre ces nouveaux vocabulaires, ces nouveaux termes et comment ça s'insère dans nos métiers aujourd'hui et sans tout révolutionner non plus. Donc là, étape par étape. Merci France. Avant de vous laisser vous rafraîchir, une petite intervention déjà pour vous remercier tous. Remercier France pour son intervention qui était très riche. Vous allez retrouver en annexe de la présentation, donc cette présentation elle sera diffusée sur le site, d'autres références qui, là, du coup, on a fait un focus sur un REX qui est plutôt sur du bâtiment, sur du bâtimentaire. Et l'idée, c'est de présenter aussi d'autres retours d'expérience qui vont être sur des enjeux soit d'aménagement, soit d'espace public. Donc, je vous les montre, comme ça, vous pourrez aller sur les sites dédiés pour aller voir ces retours d'expérience. Là, on a 3 projets qui sont à retrouver. Donc, c'est en démarche quartier durable Occitanie, où on est plutôt sur des valorisations, réutilisations dans les espaces publics et en aménagement. Vous retrouverez aussi des références en termes d'éco-conception de projets qui ont été encadrés par le réseau Bruded en Bretagne, où là, on essaye de trouver des leviers économiques. Voilà, sur les leviers d'aménagement, en réduisant la taille des voiries à leur minimum et en déportant par exemple les voiries piétonnes et en leur permettant d'être aménagées par des choses qui sont plus durables ou qui ont un impact CO2 et environnemental moindre. Vous retrouverez aussi une référence chez le réseau VAD, qui est un équivalent dans le réseau bâtiment durable dont on fait partie à Bâtilab, avec ici un document qui présente des exemples donc là, de transplantation sur un projet d'aménagement d'espace public, de réutilisation, de réemploi de pavés encore sur un projet d'espace public,
Et là, d'autres techniques, donc réemploi de matériaux existants comme structure de remblai neuf ou ce genre de choses. Vous aurez aussi des liens pour aller voir cette expérimentation qui a été faite à Nîmes, avec comme enjeu et en économie circulaire principalement la valorisation in situ du patrimoine arboré, encore une fois avec soit de la préservation, soit de la transplantation, et comment ils ont fait le choix de se dire cet arbre-là, on peut le transplanter ou pas. Et enfin, là, vous allez retrouver des documents qui ont été créés par notre métropole aménagement sur le projet de la caserne de Millinet, où vous allez avoir d'un côté une vidéo qui présente le projet et comment ils ont fait le stockage de matériaux sur les espaces publics, notamment encore sur du pavé, comment ils ont maintenu et transformé l'usage de certaines zones. Donc là, on peut le voir sur l'ancienne zone de stationnement qui a été réaménagée à moindre coût en place. Et voilà, d'autres solutions qui ont été retenues et qui cochent l'économie circulaire plutôt dans l'aménagement. Merci pour votre écoute. Simplement un dernier mot. L'idée de ces sessions, c'est aussi de faire émerger une stratégie de coopération. Je sais que parmi vous, il y a des opérateurs qui ont déjà tenté des choses en économie circulaire, en réemploi, en éco-conception. N'hésitez pas à venir vers moi pour qu'on puisse en discuter, voir si on peut le valoriser dans le cadre de ces sessions de formation ou par ailleurs avec d'autres outils que nous, on peut aussi mettre à votre disposition au sein de l'association Bâtiment. Merci à tous.